Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie très sincèrement de votre présence en ce lieu de Planquette, dans la salle Solenval. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également ou bonsoir aux élus, conseillers départementaux, Monsieur Orveillon, Monsieur Desbois, Madame Lemoyle pour Dinan Agglomération, Madame Massard pour la ville de Dinan, et j'en oublie, excusez-moi. Vraiment merci de votre présence parce que c'est une opération un peu exceptionnelle ce soir, une conférence organisée à l'initiative du département et de Dinan Agglomération. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du temps fort annuel de la conférence sociale qui se tiendra demain matin, ici dans le même lieu, sur le thème de la participation des personnes et le développement du pouvoir d'agir. L'expression développement du pouvoir d'agir, le DPA, est initialement la traduction proposée par des chercheurs pour désigner la réalité que l'on décrit en anglais par le terme empowerment. Cette réalité se réfère à la capacité des personnes, individuellement ou collectivement, à exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches, ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. À l'occasion de la conférence sociale de demain, il nous a semblé que l'éclairage d'un expert, d'un scientifique, d'un chercheur contribuerait à nous enrichir collectivement. C'est ainsi que M. Yann Le Bossé a répondu favorablement à notre sollicitation. M. Le Bossé est professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation à l'Université de Laval au Québec. Il dirige depuis 20 ans un laboratoire de recherche sur l'analyse des pratiques sociales et plus particulièrement sur l'approche centrée sur le pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Sans plus attendre, je lui laisse la parole et vous souhaite de passer une soirée enrichissante et inspirante. Je vous remercie. Merci. Vous m'entendez? Bon, très bien. Le pouvoir d'agir. Ça a l'air évident, pouvoir agir. Mais ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est développer le pouvoir d'agir, c'est amener les personnes à pouvoir agir là où elles ne peuvent pas agir, là où elles ont le sentiment de ne pas pouvoir agir. C'est comment sortir de l'impuissance. C'est le titre des livres qu'on a écrits là-dessus. L'idée, c'était qu'il faut pouvoir agir, il faut que ce soit possible. Alors, le possible dans l'agir, ça suppose que je peux, comme personne, et que l'environnement, le milieu dans lequel je suis, m'autorise à agir, me donne les moyens d'agir. Alors, souvent, c'est difficile de réunir les deux. Il va y avoir une situation où je pourrais agir, mais le milieu ne me permet pas d'agir. Il manque de ressources, il manque de moyens. Et il y a des situations où le milieu m'offrirait la possibilité d'agir, mais je manque de ressources personnelles. Je ne parviens pas à me mobiliser. Donc, il y a vraiment un enjeu dans le fitting, on appelle ça en anglais, c'est-à-dire dans l'ajustement des conditions structurelles du milieu et des conditions personnelles. Donc, pouvoir agir, c'est pas si facile que ça. On a tendance à penser que quand on veut, on peut. On a tendance à penser que les gens qui ont des difficultés sont des gens qui n'ont pas assez de volonté, qui n'ont pas le sens de l'effort, qui devraient se mobiliser plus. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça, que la question d'agir n'est pas la question de s'agiter ou d'être actif. On a cette idée que quand on prend quelqu'un qui n'a pas d'emploi ou qui n'est pas inséré, et qu'on le secoue, il va se passer quelque chose et puis que ça va l'aider. Mais en fait, la demande d'agir est très importante lorsqu'on comprend que c'est agir sur quelque chose qui est important pour soi, pour ses proches ou pour la collectivité, la communauté, utilisez le terme que vous voulez, ou le collectif auquel on s'identifie. Donc, il est très important de bien distinguer ces deux choses-là. La question du pouvoir d'agir, c'est d'avoir les moyens d'agir, la possibilité d'agir. Et cette possibilité, elle est soit personnelle, soit structurelle, et généralement, c'est les deux.
Donc, j'ai intitulé ça « Aller au-delà des slogans ». C'est-à-dire qu'il y a... C'est facile à dire, pouvoir d'agir. Ça sonne bien. On a une idée de ce que ça veut dire général. Donc, on va utiliser l'expression « pouvoir d'agir », développement du pouvoir d'agir, comme un slogan. Il faut développer le pouvoir d'agir. Bon, on a dit ça, on n'a rien dit. Mais ça fait rien, ça fait bien. Ça occupe, ça remplit le discours. Donc, la question, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à développer leur pouvoir d'agir? Le pouvoir d'agir, c'est de passer de la situation où j'ai l'impression que rien n'est possible, que je ne peux pas agir sur ce qui est important pour moi, garder vraiment à l'esprit qu'agir, c'est ce qui est important pour moi, mes proches, à quelqu'un identifié, et le sentiment où je passe à la possibilité d'agir. Je pense que je peux tenter quelque chose. Et c'est vraiment la difficulté. C'est comment parvenir à passer de cette position où je n'ai plus d'espoir, où j'ai l'impression que, à quoi bon, quand bien même je me demènerai, je ferai des efforts, ça ne bougera pas, à cette situation où quelque chose est possible. Et on ne passe pas facilement de ce passage, sauf à suivre un parcours bien particulier. Donc le parcours, on va le regarder aujourd'hui, mais il faut aller au-delà des slogans, parce qu'on a dans nos sociétés le tendance à penser que dire c'est faire, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'il fallait qu'un groupe développe son pouvoir d'agir, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Or, ça se passe pas comme ça. Il y a loin de l'intention à la réalisation. Et comment est-ce qu'on peut soutenir le développement du pouvoir d'agir? Comment est-ce qu'on peut effectivement aider les personnes à sortir d'une situation où ils sont dans l'impuissance pour aller dans une situation où elles ont le pouvoir d'agir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais déjà, il faut commencer par être critique avec cette notion de pouvoir d'agir quand elle est utilisée de manière générale. Parce que le pouvoir d'agir, c'est spécifique. Il y a un tas de domaines dans nos vies où on a du pouvoir d'agir. On ne se pose pas la question du pouvoir d'agir parce qu'on n'est pas bloqué, on peut réagir et faire ce qu'on a à faire sans difficulté. Et il y a d'autres domaines où on est complètement impuissant. Moi, par exemple, je suis absolument nul en rénovation et en bricolage. Je regarde un clou et il se tord. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas du tout l'impression d'être une carence ou d'avoir manqué de pouvoir d'agir. J'en veux pas. Donc, le problème du pouvoir d'agir, ce n'est pas un problème en général. Ce n'est pas un problème pas une caractéristique générale. C'est un pouvoir d'agir spécifique. Je voudrais avoir le pouvoir d'agir sur une situation et je n'y parviens pas. Je me sens en échec. J'ai l'impression j'ai beau essayer, j'ai l'impression qu'il y a des obstacles que je ne parviens pas à surmonter. Or, on va voir que cette possibilité d'agir, ce qui est important pour soi, c'est un moteur fondamental. Et quand le moteur ne marche plus, on est en panne. Et on aura beau me crier dessus que je dois être combatif, que je dois faire des efforts, ça ne changera rien parce que je n'ai pas de moteur. Je peux pédaler longtemps si je n'ai pas de moteur. Pédaler à vide. Donc la question, c'est aller au-delà des slogans. Qu'est-ce qu'aider? Quand on y réfléchit, on s'aperçoit qu'on est dans une société relativement cossue. Ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on compare les sociétés occidentales avec les sociétés orientales ou d'autres continents, on s'aperçoit qu'on a le luxe d'avoir des gens qui sont payés pour nous aider, d'avoir des gens dont le métier consiste à développer du soutien. Il y a deux façons de concevoir le soutien. Il y a la façon centrée sur le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on considère que l'effort va faire le travail et qu'on accompagne la personne pour lui apprendre à faire des efforts et à dépasser. Puis il y a la vision qui consiste à dire que toute intervention d'une société pour aider
doit consister à faire en sorte que le plus faible maillon de la chaîne soit le plus fort possible pour que la chaîne soit forte. C'est-à-dire qu'une chaîne, un groupe, une société n'est jamais aussi forte que le plus faible de ses maillons. Il faut vraiment prendre soin de tout le monde pour la santé générale de la population. Donc ces deux visions-là entraînent une façon différente de concevoir le mot aider. Il y a aussi le fait que l'aide, c'est jamais nous qui le qualifions. C'est assez culotté de notre part de dire qu'on est des aidants, parce qu'on n'en sait rien. Est-ce qu'on a aidé? C'est la personne qui nous dit qu'on l'a aidé. Et on ne sait pas si on est aidant. Donc, dire moi je suis un aidant professionnel, c'est pas mal prétentieux. Il faut et c'est un peu plus humble. Et puis la question, c'est que aider, c'est pas forcément faire ce que nous demande une personne, c'est pas forcément répondre à ses aspirations. C'est voir qu'est-ce qui va aider la personne à bouger, à dépasser le blocage. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de truc qui dirait tu n'as plus qu'à faire 1, 2, 3, 4, et puis c'est bon, les 4 étapes, et puis tu auras aidé. Il n'y a pas de garantie. Vous êtes tous prêts, quand vous faites un métier d'aide, à composer avec l'incertitude. Est-ce que j'ai bien posé le bon geste au bon moment? Est-ce que j'ai réussi à intervenir quand il fallait? Est-ce que j'ai fait une intervention qui était pertinente? Et le problème, c'est que dans l'aide professionnelle, on est toujours en face de gens qui ne vont pas bien, parce que les autres ne demandent pas notre aide. Donc on est toujours en train de recommencer à donner notre aide, à soutenir, mais on n'a pas d'indicateur. On a de temps en temps quelqu'un qui s'en sort et qui vient nous voir, mais c'est rare. Donc on a besoin de trouver des indicateurs de l'aide dans notre quotidien. Et ce n'est pas facile, parce que quelquefois, ça va bien, on sort d'un obstacle, on voit la personne 3 mois après, et puis elle a un autre problème qui a aggravé sa situation. Donc on a cette difficulté quand on est un intervenant ou un professionnel qui a pour fonction d'aider ses contemporains, d'avoir peu d'indicateurs. Je suis un intellectuel, je l'avoue, et je travaille dans mon bureau. Et dans mon bureau, personne n'a l'idée de ce que je fais. Ça ne se voit pas. C'est pas comme si je construisais des murs ou si je réparais quelque chose. Ça ne se voit pas. Donc je peux passer des jours et des jours à travailler dans mon bureau, puis il n'y a personne qui va avoir l'impression que j'ai beaucoup travaillé. Je suis dans mon bureau. C'est comme si je serais dans mon bureau pour lire des BD, ce serait la même chose. Donc le truc, c'est que on est face à je suis dans mon bureau, donc ça ne se voit pas ce que je fais. Et comme ça ne se voit pas, il faut que je justifie. Il faut que j'explique que ce soir, je suis fatigué parce que j'ai fait un effort important, mais ça ne se voit pas. Et donc, vous êtes pris avec ce problème-là aussi. Ça ne se voit pas ce que vous faites quand vous intervenez. C'est très souvent les cadres et les gens qui ne sont pas dans le social ont l'impression d'avoir beaucoup de difficultés à comprendre ce que fait un travailleur social, le temps qu'il occupe, comment il investit. On a l'impression qu'il fait juste passer les coups de téléphone et puis se déplacer à droite, à gauche. Donc, et puis il a l'air d'avoir toujours besoin de téléphoner. Et c'est très difficile de se faire une représentation du travail. Donc aider, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis il y a la question de la durée. Il y a est-ce que ça dure? Est-ce que c'est une aide ponctuelle ou est-ce une aide qui va faire un changement fondamental? Est-ce qu'on va réussir à aider de manière à ce que ça change quelque chose à long terme? Alors souvent, on est obligé de faire de l'aide de bout de chandelle, c'est-à-dire qu'on sort d'une situation d'urgence, on évite le pire, on essaie de fournir une prestation qui va être utile, mais c'est toujours temporaire. Et l'approche qu'on utilise ici, l'approche sur le pouvoir d'agir, a une ambition différente. Elle a l'ambition de placer les personnes en situation de relever les défis qui sont devant elles en changeant de posture, c'est-à-dire en se mettant dans une position différente pour le long terme, c'est-à-dire qui va faire une transformation, on dit ça pompeusement, en disant une transformation du rapport à l'action. Et la façon dont on va considérer l'action
change radicalement. Radicalement au sens de racine, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui débloque et la personne fait face beaucoup plus sereinement aux difficultés qu'elle rencontre. Et donc, s'en sort mieux. Donc, on vise quelque chose d'important. Donc, aider, ce n'est pas évident. Il y a aussi une chose à dire, c'est que quelquefois, pour aider, il faut faire exactement l'inverse de ce que nous demande une personne. Il faut la mettre en situation de devoir faire le pas. Et ce n'est pas évident, parce qu'on n'est pas gentil. On est placé en situation de devoir mettre la personne au défi, de la laisser avancer. On va voir pourquoi. Il y a une question on appelle ça le locus of control en anglais, c'est-à-dire d'attribution. Il y a une question de difficulté à me considérer comme capable et à m'attribuer le résultat. Donc, qu'est-ce qu'aider? On ne sait pas. Ce n'est pas évident. On a une proposition ici. La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire, ressentie comme une atteinte à l'intégrité de soi. Ce que nous dit Ricoeur, parce que c'est Paul Ricoeur qui a émis cette phrase, c'est que le fait de ne pas pouvoir agir, ce qui est important pour moi, m'enlève le sentiment de dignité, d'intégrité. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui n'arrivait pas à s'actualiser. Et c'est une souffrance énorme parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas influencer le monde, que les choses nous arrivent avec une spontanéité qui fait qu'on doit gérer, on doit composer avec ce qui arrive, mais on n'est pas capable d'apporter la réponse ou éviter que quelque chose nous arrive. Donc on subit. Et ce sentiment de subir est extrêmement destructeur. On a l'impression qu'on n'est pas digne d'être soi-même comme un autre. C'est le titre du livre de Ricoeur dont je parle ici. Soi-même comme un autre, c'est-à-dire soi-même considéré comme un parmi les autres. Et cette façon d'être un parmi les autres, c'est d'agir, de se prendre en main, d'avoir son autonomie, de fonctionner. Et quand on est obligé d'aller chercher de l'aide ou de recevoir de l'aide, cette capacité à être soi-même comme un autre est atteinte. On a l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on ne mérite pas d'être soi-même comme un autre. Donc il y a un enjeu important. Et cette souffrance d'agir, de ne pas pouvoir agir, de pouvoir faire ressentir comme une atteinte intégrée de soi, c'est vraiment, nous dit Ricoeur, une souffrance existentielle fondamentale. Donc quand on est en face de quelqu'un qui a essayé des choses et qui n'a pas réussi, qui a un passé de déconvenus, d'échecs, et qu'on lui dit essaye encore, on le met en situation très difficile parce que s'il pense qu'il va de toute façon échouer, il n'essaiera pas. Il va préférer se retirer. C'est ce que Castel appelle la désaffiliation. Il va ramener sa vie à une sorte de routine où il n'y a pas de surprise, où il n'y a pas de défi et où il est capable de faire face. Et il va essayer d'éviter les situations où il faut qu'il fasse une performance. Et il va couper ses relations, se désaffilier, nous dit Castel, c'est-à-dire faire en sorte qu'il a le moins de surprises possible. Donc, veut dire pas d'expansion, pas de développement, une sorte de routinisation. La perception, la raison pour laquelle la souffrance est liée à la capacité d'agir, c'est ce que Spinoza appelait le conatus. Le conatus, c'est un concept de Spinoza qui part du principe que tout ce qui est vivant cherche à s'épanouir. La phrase de Spinoza, c'est « chaque être tend à persévérer dans son être ». C'est-à-dire qu'on a tous tendance à essayer de se dépasser, de s'épanouir, d'être encore plus soi, d'être en expansion. Et l'hypothèse de Spinoza, c'est que c'est un moteur fondamental, que s'il n'y a pas ce moteur-là, il y a une dépression, il y a une déchéance, entre guillemets. Donc il y a la question du conatus
est fondamentale parce que dans l'approche qu'on propose ici, on part de ce principe. Tout le monde veut bouger, tout le monde veut s'épanouir, tout le monde veut sortir de sa situation, mais quelquefois, on a tellement essayé qu'on n'y croit plus, ou on a tellement de conditions défavorables qu'on n'y croit plus. Un jeune dans une cité qui se retrouve déterminé par un échec scolaire, par la violence, va développer une question de l'avenir, une position sur l'avenir qui va être extrêmement pessimiste. Et c'est pas le... Si on va le voir et qu'on lui dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il va vous répondre je ne sais pas ce que je vais faire demain. Donc la projection qui est naturelle dans le conatus, avec le fait d'avoir des espoirs, d'avoir des ambitions, des projets, ne marche même plus. On ne prend pas le risque d'avoir des ambitions et des projets parce qu'on sait qu'on va souffrir si on ne les accomplit pas. Donc la question du conatus est importante. La capacité d'agir. Amartya Sen, qui est un économiste, un prix Nobel indien, a fait une différence importante entre la capacité et la capacité. Il a montré qu'on peut avoir la capacité et pas la capacité. La capacité, c'est la possibilité d'essayer d'utiliser un droit, la possibilité d'exercer un droit ou une alternative. La capacité, c'est avoir les moyens d'exercer ce droit, c'est avoir la possibilité concrète dans le milieu d'exercer ce droit. Or, souvent, nous avons des droits, des possibilités théoriques, mais les conditions pour les exercer ne sont pas réunies. Donc, l'exemple qu'il donne, que j'aime bien, c'est dans un village en Inde, les gens se battent pour avoir un établissement scolaire assez proche. Et on finit par construire une école. Mais par contre, il y a de l'indélinquance très forte sur le chemin de l'école, ce qui fait que les parents ne voient pas les enfants à l'école parce que c'est dangereux. Et là, on a une situation où il y a une capacité, l'école existe, on peut inscrire ses enfants, mais on n'a pas la capacité, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on exerce ce droit. Donc c'est vraiment important, cette notion de capacité. Et ça se traduit par je peux, non pas j'aurais pu ou je pourrais. J'aurais pu, on ne peut rien faire, c'est passé. Donc on peut toujours se dire j'aurais pu, mais c'est passé, donc on ne peut rien faire. Je pourrais, c'est dans le futur, on n'a pas d'espace d'action, je peux. Ça veut dire qu'ici, maintenant, les conditions sont réunies pour que je puisse agir. Et ça, c'est important. Avoir la capacité, c'est avoir la possibilité d'agir maintenant sur ce qui est important pour moi, mes proches ou la communauté à laquelle je m'identifie. Donc, ça signifie que on ne reporte pas le passage à l'action à un futur ou la nostalgie de ce qu'on aurait pu tenter. On parle de ce qui est possible ici maintenant. Or, souvent, on pose le problème du changement social en termes idéal. Ça ne devrait pas être comme ça. Il faudrait que la société soit plus accueillante, ou que des services existent, ou qu'on s'occupe plus des délinquants, ou qu'il y ait plus de places, de placements à domicile. La question du changement est posée dans une conception idéale. Nous devrions avoir une société comme ça. La société est comme ça. Qu'est-ce que je peux changer? Sûrement pas mon imaginaire. Je ne peux rien faire sur l'imaginaire. Donc on part de ce qui est possible, ici, maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on garde le statu quo, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de changer les choses, mais on va faire avec ce qui est. On va commencer par construire un possible avec ce qui est. Et ça, c'est vraiment un changement radical, parce que ça signifie que toutes nos revendications doivent partir de ce qui est. On veut changer les choses, mais on part de ce qui est, et non pas de ce qui devrait être. Donc c'est là le je peux. Le je peux, c'est est-ce que c'est possible? Donc on va, par exemple, très concrètement, amener une personne qui est en difficulté, qui doit changer quelque chose, en lui demandant qu'est-ce que tu peux tenter? Qu'est-ce qui est possible, ici, maintenant, dans la situation? Et c'est beaucoup plus constructif et beaucoup plus structurant que de se faire dire tu devrais être capable, il faudrait que tu puisses, ou de se dire je pourrais s'il y avait, ou si c'était différent.
on part avec la situation telle qu'elle est. Alors, agir, c'est différent d'être actif ou s'agiter, j'ai déjà dit ça. L'important, c'est de bien comprendre que agir, c'est agir sur ce qui est important pour soi, et non pas pour la société qui veut pour moi, ou pour mes parents qui décident pour moi, ou parce qu'on a décrété que j'avais des besoins. On a des besoins, mais ces besoins sont à déterminer par les personnes. Et c'est d'ailleurs, j'utilise beaucoup plus l'expression demande. C'est-à-dire que l'avantage de la demande, c'est qu'il y a un demandeur. C'est-à-dire on ne peut pas déterminer, en l'absence de la personne, ce dont elle a besoin. Alors que lorsqu'on utilise le terme besoin, on peut décréter que telle portion de la population a besoin de ça, agir en conséquence, s'apercevoir qu'en fait, ce n'est pas ça la demande. Et donc, il faut vérifier. Et c'est plus prudent d'avoir accès à une demande avec un demandeur. Donc, il s'agit d'agir et non pas d'être actif ou de s'agiter. S'agiter, c'est un truc que connaissent très bien les travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont souvent en situation de se débattre parce que ça se dégrade de partout. Et là, ils font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils pensent pouvoir faire en disant qu'il en restera bien quelque chose. Donc, ça s'agite. Et cette agitation est épuisante et elle pose un problème d'efficacité. C'est-à-dire que très souvent, on tire partout et on obtient un résultat relativement décevant. Donc, c'est pas s'agiter, c'est pas être actif, c'est vraiment cette idée qu'il suffit de vouloir pour pouvoir bouge-toi et trouve un emploi. Et j'ai reçu un courriel tout à l'heure d'une dame qui m'a croisé et qui me dit mon fils a 26 ans et il ne croit plus à la société, il est enfermé dans la maison. Qu'est-ce que je peux tenter? Et c'est vraiment important de voir qu'il y a dans le fait d'être actif ne permettra pas de sortir de cette situation. Ça ne sert à rien de lui dire bouge-toi, fais quelque chose. Il faut trouver ce qui est important pour lui et agir à partir de là. Ce qui est important pour lui, ça peut être aussi la fin de quelque chose. Ça peut être je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Ça peut être un moteur, mais il faut un moteur. Si vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas de moteur. Et ça n'avance pas. Donc c'est important. L'intégrité et la dignité de soi-même comme un autre, la reconnaissance. Ce que Ricoeur a montré, c'est que le fait d'agir sur ce qui est important pour soi permet de se faire reconnaître par les autres. Je me reconnais comme acteur, comme capable d'agir sur le monde. Les autres autour de moi me reconnaissent comme capable de me prendre en main, de mener ma vie. Et la société, par le statut que j'obtiens en étant acteur, me reconnaît. La reconnaissance à ses propres yeux, aux yeux des autres et aux yeux du tiers absent de la société est fondamentale pour s'épanouir. Il faut être un parmi les autres. Et ça, c'est difficile lorsqu'on a des échecs, qu'on est pointé du doigt. Et il faut arriver à concevoir la reconnaissance comme une condition d'épanouissement et donc voir dans quelle mesure cette reconnaissance est présente. Or, c'est très difficile d'avoir une reconnaissance du point de vue de la société si on n'a pas une place productive, si on n'est pas autonome financièrement, on est déconsidéré. Du statut est déconsidéré. Le regard des autres va jouer un rôle important pour se reconnaître, avoir l'impression d'être intégré dans la société. Donc, l'inverse, le fait que je ne réussisse pas ou que je n'ai pas un statut favorable, fait que les autres posent sur moi un regard de déficience, un regard d'empêchement et me prive de cette reconnaissance. Mais le plus dur, c'est la reconnaissance à mes propres yeux. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je me reconnais comme capable? Et ça, c'est pas facile, parce que lorsque ça s'est détruit, lorsque on a vécu des situations à répétition qui ont entraîné des échecs importants, on n'y croit plus. On a perdu la flamme et on a du mal à se créditer d'un succès. Au point où, lorsque vous allez
rencontrez quelqu'un qui va vous dire « je sais que tu es capable », on prend ça comme une insulte ou comme une agression. Il y a sur vidéo un jeune homme qui est sans domicile fixe et qui a expliqué l'effet que lui avait fait l'approche. Il disait « les gens me disent t'es capable, ça m'énerve, parce que qui ils sont pour me dire ça? Qu'est-ce qu'ils connaissent de moi? Si moi j'ai une expérience d'échec depuis des années et que je me suis forgé petit à petit l'idée d'être un gros problème à moi tout seul, d'avoir quelqu'un qui débarque, le sourire à la bouche, le cœur généreux, en disant tu vas voir, tu vas être capable, c'est une agression. Parce que qu'est-ce qu'il sait de moi? Comment il sait que je vais être capable? Et donc il y a un sentiment d'agressivité. La question de la dignité, c'est la question de comment je peux m'insérer, m'intégrer avec les autres et considérer que je fais ma part, je joue mon rôle et je suis un parmi les autres. Alors, l'action, elle est aussi importante pour que je vérifie mon efficacité. C'est-à-dire que je ne suis capable, je ne sais que je suis capable que lorsque l'action me le dit. On a tendance à penser qu'il suffit de dire à quelqu'un « tu as réussi » pour qu'il pense qu'il a réussi. C'est pas vrai. Il faut vraiment qu'il y ait une vérification. Ça va loin. Vous prenez quelqu'un qui qui cherche un emploi et qui va postuler et qui se présente et qui n'a pas d'emploi. Il va considérer qu'il est incapable, qu'il n'a pas réussi, que c'est un échec. Mais en fait, il a peut-être fait des pas importants. Il est sorti de chez lui, il s'est habillé, il est arrivé à l'heure, il a pris l'autobus, il s'est présenté, il a répondu aux questions. Et souvent, il faut ramener la personne à ce qu'elle a réussi pour lui permettre de faire un pas supplémentaire. Et pour la ramener à ce qu'elle a réussi, c'est l'action qui est médiatrice, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas si vous dites à quelqu'un « tu as réussi ça » qu'il va penser qu'il a réussi. C'est quand on va lui faire la preuve qu'il ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi. C'est quand on va lui faire la démonstration que l'action, le réel lui dit « tu as réussi ». Et ça va loin parce que ça va jusqu'à interpréter toute dévalorisation comme un obstacle. Je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, je n'ai pas confiance. On va pointer la capacité d'agir de la personne dans les faits. Est-ce que c'est moi qui me suis levé à 6 heures du matin pour être prêt? Est-ce que c'est moi qui ai fait tout ce qu'il fallait faire pour être prêt, pour être à l'heure au rendez-vous? Est-ce que c'est moi qui ai monté mon CV? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Et toute cette confrontation avec le réel construit le rapport au réel, construit ma capacité à agir. Donc, une bonne façon d'aider les gens, c'est de les amener à se replacer comme acteurs dans ce qu'ils ont réussi et dans ce qu'ils peuvent tenter. C'est important parce que c'est juste l'action qui est médiatrice, c'est-à-dire que ce n'est pas le discours. On a beau avoir un discours généreux, accueillant, il y a quelque chose qui ne va pas. Si la personne ne peut pas vérifier par sa possibilité concrète d'agir que ça marche. Et c'est ce qui fait aussi que c'est réparateur. C'est-à-dire qu'il y a un exemple que j'aime bien donner d'une dame qui se retrouve dans une situation particulière. Son mari est décédé et elle n'est pas habituée à s'occuper des affaires de la maison, des factures, l'entretien de la maison. Et elle se sent débordée. Et elle se dit qu'elle est nulle, qu'elle est bonne à rien. Et il y a quelqu'un qui la reçoit dans un groupe communautaire et qui lui dit, elle vient pour recevoir de l'aide, et on lui dit, on n'a pas le temps, là on a une réunion, mais peux-tu faire le café? Ça nous aiderait. Alors elle fait le café, elle fait la réunion passe, et puis elle est reçue, et elle commence en disant, je suis bonne à rien. Et la personnalité au moins bonne à faire du café. Donc il y a une inversion, il y a une position différente. On part de ce que tu sais faire et on construit là-dessus, et on ne s'intéresse pas à toi comme un paquet de carences. Cette façon
de placer l'autre comme un acteur potentiel, même s'il n'ose pas agir, même s'il ne croit pas à sa capacité d'agir, est fondamentale, parce qu'elle inverse le rapport à l'action. La personne est placée en situation d'agir, et le monde, le réel, lui dit « t'as réussi, t'as pas réussi ». Et ça c'est important parce que dans le développement psychique et cognitif, il y a des conclusions qui s'installent. Je suis poche, c'est québécois, je suis poche. Je suis mauvais, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je ne sais pas. Et cette construction-là devient à un moment donné sclérosante. Elle élimine de plus en plus la possibilité d'intervenir, d'agir. Et je subis de plus en plus. Et ça ne se détruit pas par le discours. Vous aurez beau être accueillant, ouvert, acceptant, stimulant, vous aurez beau vous démener, vous agiter, et ça ne changera rien. La personne continuera à croire qu'elle n'est pas capable. Et elle va trouver dans chaque échec ou dans chaque déconvenu la preuve qu'elle n'est pas capable. Donc elle va construire une image d'elle-même comme étant un gros problème ambulant. Et ça va vraiment poser une difficulté pour s'en sortir. Donc le sentiment d'efficacité personnelle et collective est atteint. J'ai l'impression que quand j'agis, ça ne change rien. J'ai l'impression que quand je fais des efforts, ça ne donne rien. Donc, à quoi bon? Aux yeux de l'autre, c'est une question d'intégration-insertion. Si je suis capable de montrer que j'ai réussi, vous savez, un enfant qui vient vous voir avec un dessin qui est une horreur, mais qui, pour l'enfant, est très précieux. Si j'ai réussi à faire ça, on lui dit, c'est bien, tu as réussi. On l'encourage à réussir, mais on sait que c'est une horreur. Mais ça ne fait rien. On accepte parce qu'on veut l'aider à prendre confiance en lui. Et en même temps, on l'intègre. Maintenant, tu sais t'habiller tout seul. Waouh! Tu fais partie des enfants corrects qui savent s'habiller tout seul. Maintenant, tu n'as plus peur la nuit. Tu fais partie des enfants qui n'ont plus peur la nuit. Tu es intégré. Et c'est la même chose avec un adulte. Maintenant, tu as trouvé des solutions pour t'intégrer de manière socio-économique. Tu as trouvé un emploi. Tu as restauré ta dignité. Tu es capable. Donc, l'intégration passe par l'action. Vous n'arriverez pas à intégrer quelqu'un qui n'a pas une fonction active dans sa vie, qui n'agit pas, qui passe son temps devant un ordinateur à jouer. Bien que là, il peut agir, il peut développer des compétences, mais il va avoir tendance à se refermer. Donc l'intégration joue un rôle important. Aux yeux du tiers absent, c'est la question du statut social. C'est-à-dire que dans une société démocratique, et même pas démocratique, il faut que les participants à la société œuvrent à la production globale. C'est-à-dire que s'il y a trop de gens qui sont inactifs, au sens socio-économique du terme, ça met le modèle en péril. Donc il faut s'arranger pour que les gens qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas autonomes socio-économiquement, le deviennent. Or, il y a une tendance à considérer, à ramener le problème à cette question d'activité et à pointer du doigt les gens qui ne sont pas actifs, les chômeurs de longue durée, les immigrants qui n'ont pas d'emploi, les jeunes qui sont déscolarisés. Et cette condamnation, cette mise en accusation implicite est également une source de souffrance importante parce que je ne suis pas considéré moi-même comme un autre dans la société. Mon statut n'est pas valorisé. Donc il y a une grande difficulté au niveau du statut social. C'est aussi, au niveau philosophique, un élément important de développement. Piaget a montré que je développe mon intelligence en regardant ce qui se passe quand j'interviens. Ça, vous connaissez je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Piaget. Piaget a mis en évidence que l'apprentissage se faisait en agissant sur le monde et en récupérant des informations. Par exemple, le fameux exercice du tapis. On met un objet, un jouet sur un tapis, et l'enfant ne peut pas atteindre le jouet, il est trop loin. Et à un moment donné, l'enfant comprend qu'il peut tirer sur le tapis pour ramener le jouet. Et ça, c'est une action qui a été pensée par observation et par essai-erreur.
Alors, lorsque les essais-erreurs amènent toujours à l'erreur, on ne tire plus sur le tapis. On considère que le tapis fait partie du problème. Et donc, on renonce au jouet et on renonce à essayer. Et donc, il y a un blocage développemental. On va renoncer à nos projets, on va renoncer à nos ambitions. C'est d'ailleurs cet élément-là qui fait que le réalisme dont font preuve les professionnels lorsqu'ils accompagnent des gens peut être tout à fait délétère. Par exemple, un jeune homme qui a échoué dans sa scolarité et qui décide qu'il veut être pilote d'avion, qui en plus a des problèmes de vue. On va considérer qu'on lui rend service en lui disant qu'il faut qu'il oublie ça, que ce n'est pas pour lui, qu'il faut qu'il soit raisonnable. Or, en fait, on lui coupe les ailes, parce qu'on l'empêche de rêver, on l'empêche d'installer une perspective à distance. Et en fait, la réponse qu'on propose dans cette approche, c'est par quoi on commence. C'est-à-dire qu'on va permettre aux jeunes de faire des premiers pas et il va constater avec les premiers pas, voir s'il peut en faire d'autres. Et il est certain que 99% de ces jeunes ne se sont jamais pilotes d'avion, mais en cherchant à devenir pilote d'avion, ils avancent. Et, comme on dit en espagnol, camino caminante, le chemin se fait en marchant. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire « tu pars pas sur cette hypothèse parce que tu n'avanceras pas, tu vas être déçu », on le laisse aller sur cette hypothèse et on mine de rien, pendant qu'il avance dans cette hypothèse, il avance, il se développe, il fait des pas. Et donc il se remet en mouvement. Et le mouvement va le guider. C'est-à-dire qu'il va se sentir à un moment donné que pilote d'avion, ça va être difficile, mais par contre mécanicien, c'est possible. J'ai travaillé à une époque avec des jeunes et j'avais un jeune homme qui voulait être voyageur, voulait parcourir le monde. Et il ne trouvait pas les moyens, il n'avait pas de ressources. Et il a fini par entrer dans l'armée pour passer ses permis, pour devenir chauffeur de poids lourd international et voyager. Il a interprété son rêve, je veux voyager, par un chemin. Il a pris un chemin qui lui a permis de le faire. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Et si on lui avait dit au départ, oublie ça, t'es coincé dans la cité et puis tu ne pourras pas bouger, on lui aurait coupé les ailes. Donc il y avait vraiment l'importance de donner aux personnes une perspective qui va les attirer, qui va les amener à essayer de bouger. Donc c'est un axiome de développement. L'apprentissage, ce qui était bien dans le rapport à l'action, c'est que c'est oui ou c'est non. J'ai réussi ou j'ai échoué. Il n'y a pas d'intermédiaire. On ne prend pas à moitié le train. On ne prend pas presque le train. On prend le train ou on ne le prend pas. On l'a ou on ne l'a pas. Donc le réel est binaire. Tu as réussi ou tu as échoué. Tu peux nuancer l'échec et la réussite, c'est-à-dire élargir la notion de réussite et la notion d'échec, la diminuer, donc intégrer certains l'avancée comme une réussite, mais c'est clair, le réel se fout de vos émotions. Il vous répond, ça a marché ou ça n'a pas marché. Donc il y a un vecteur d'apprentissage très puissant ici. Tu es capable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est que tu as réussi. Et donc c'est intéressant. L'attribution du résultat, c'est la motivation. Si je pense que la personne a réussi parce que si la personne pense qu'elle a réussi parce que vous étiez là, c'était grâce à vous, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'elle réussisse, vous avez tout raté parce qu'elle ne s'attribue pas le succès. Donc ça ne change rien, elle se sent toujours comme un échec. Donc il y a une difficulté à renouveler son rapport à l'action. Or très souvent, on arrive à cette situation ubuesque où la personne remercie l'aidant. L'aidant se félicite d'avoir été remercié, a l'impression qu'il a été très utile, et en fait on a tout raté, parce qu'on a reproduit l'idée que sans la personne, elle n'aurait pas réussi, et que le crédit de l'action revient à quelqu'un d'autre. Donc ça n'améliore pas sa capacité d'agir. Et donc ça joue pas sur sa manifestation. Donc cette attestation de soi agissant,
suppose la possibilité concrète d'agir. Il faut bien voir que s'il faut permettre aux personnes d'agir sur ce qui est important pour eux, il faut faire en sorte qu'ils aient la possibilité concrète d'essayer, qu'ils soient mis en situation d'essayer. Alors souvent, ils n'ont pas accès aux ressources nécessaires, ne serait-ce que pour essayer. Donc, agir. Diminution, destruction de la capacité d'agir, distinction entre soi et non-soi. Ici, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des mécanismes qui ne permettent pas de se faire confiance. On agit sur le monde, mais on a l'impression que ça ne donne rien. Le pouvoir faire à mes propres yeux, aux yeux des autres, aux yeux du tiers absent. Donc il faut faire la preuve qu'on est capable d'être efficace sur le monde. Il y a une prise de risque qui est importante. Je vais vous raconter une histoire. Il y a au Québec des gens qui sont très généreux et qui veulent aider les gens à s'en sortir. Alors, ils ont développé un projet. Ils avaient décidé, de façon brillante, que puisque les gens qui avaient des difficultés d'intégration ne parvenaient pas à trouver un emploi, ils allaient le créer. Ils allaient créer une entreprise coopérative et qu'ils allaient se trouver leur emploi eux-mêmes. Donc, il y avait vraiment une volonté de construire des coopératives et de permettre à des gens qui étaient en dehors du marché de l'emploi depuis longtemps de réapprendre progressivement à s'insérer et d'avoir une activité professionnelle. C'était très beau comme idée. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de candidats. C'est-à-dire que les gens ne se faisaient pas confiance dans la possibilité de construire une entreprise et les remerciaient gentiment quand ils ne se moquaient pas d'eux. Donc, ils ont fait beaucoup de travail de contact avec les gens pour les amener à essayer. Et ils les ont sortis de leur isolement pour essayer. Et ça, c'est un effort énorme. Lorsque j'ai beaucoup d'échecs, je crains toujours qu'un échec de plus soit un échec de trop. C'est-à-dire que ça me détruise. Et donc, je vais éviter de prendre des risques. Là, on arrive à placer une situation, la personne prend des risques. Et là, il y avait un suivi. Donc, on amenait les gens à suivre, et puis ça a mis du temps avant que ça accroche. Et au moment où ça accrochait, au moment où les gens étaient en situation de s'en sortir, il y a eu une fin des subventions, une coupe directe. C'était fini, l'expérimentation était finie. On ne renouvelait pas. Et ces gens-là ont été renvoyés chez eux. Et je plains le travailleur social qui a été frappé à leur porte la fois d'après. Il y a vraiment une situation là où on a abîmé les gens. Donc la prise de risque n'est pas à ignorer. Il y a dans la façon dont on accompagne un groupe, dont on accompagne les personnes en difficulté, la nécessité de prendre le temps de mesurer le risque. On appelle ça le pas proximal. Le pas proximal, c'est si je veux me rendre jusqu'à la chaise là-bas, je dois commencer par faire un pas. Mais je ne peux pas faire un trop grand pas, parce que je suis faible encore ou je n'ai pas la force. Donc si je fais un trop grand pas, je vais me casser la gueule. Donc je vais faire un pas. Mais je ne vais pas faire un petit pas pour faire un petit pas. Ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il est bon. Donc je vais faire le plus grand pas possible. Je vais faire le plus grand pas possible, et ce plus grand pas possible va me permettre d'avancer. On l'appelle proximal parce que c'est le plus grand pas que je peux faire ici maintenant, là où je suis situé. Donc ce pas proximal, il va permettre d'éviter de se retrouver dans des situations où la prise de risque est vraiment trop forte. La question du pouvoir faire aux yeux de l'autre, le fait de ne pas pouvoir faire est souvent considéré comme une carence. Et donc on va psychologiser ou sociologiser. On va considérer que la personne est dépressive, pas motivée, etc., qu'elle a des carences, qu'il faut réparer ces carences avant. Alors on a un discours thérapeutique. On dit on va te soigner d'abord et après tu seras capable. Et c'est vraiment cette idée qu'on va réparer la carence et que la réparation va régler le problème. Alors en fait, les problèmes sociaux sont structurels. C'est les effets qui sont personnels. Donc si on ne change pas le structurel, on reproduit la même situation et la personne ne s'en sort pas. Et la socialisation, c'est considérer que tous les problèmes sont structurels, ça c'est vrai,
et que ça ne sert à rien de traiter les conséquences personnelles. Il faut mobiliser les gens pour qu'ils se battent pour que la société change. Et donc tout est sociologisé, tout est placé en situation de conceptuelle et de construction de ce qui est important pour changer la société. Et ça crée des situations où vous avez des gens qui sont militants, très engagés, et qui ne vont pas bien du tout. C'est-à-dire qui négligent les aspects personnels, les effets personnels de cet isolement, et qui se retrouvent souvent dans des situations de détresse importante. Donc, aux utères absents, le retrait de l'espace public et de l'animat social, on va éviter de se retrouver dans les pattes des professionnels, parce qu'on a ce travers de psychologisation ou de socialisation. Puis il y a la question du statut social, c'est-à-dire que c'est très pénible de passer de ouvrier à chômeur, parce que chômeur, on n'a plus de réseau, on ne va plus à l'usine, on ne va plus au boulot, on est désocialisé, et il y a une perte de statut. Et en plus, on est soupçonné dans la logique libérale de ne pas faire assez d'efforts. Donc on se retrouve à la fois avec la double peine d'être éjecté du milieu du travail et de devoir faire la preuve qu'on veut y retourner, d'être suspecté de s'installer dans l'isolement. Sortir de l'impuissance, c'est ça l'idée. Faire en sorte que vous soyez des gens qui aident à sortir de l'impuissance, à avoir la possibilité d'agir ce qui est important pour soi. Parce que c'est vraiment un vecteur important. Et toute cette opération qu'il s'agit de renouveler le rapport à l'action, celle qui est ancrée et importante ici maintenant, permet la définition du pas proximal dont je parlais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va tenter, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Donc la définition. Qu'est-ce qu'un pouvoir d'agir? Un pouvoir d'agir, c'est un processus. Donc ce n'est pas un truc qui se fait en claquant dans les doigts, par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément, donc en traitement individuel ou en traitement collectif, à une plus grande possibilité d'agir, une possibilité d'agir. C'est-à-dire qu'on élargit les possibles, à la fois sur le plan des ressources personnelles et à la fois sur le plan des ressources structurelles. Comment est-ce que je peux, quand je suis un élu, quand je suis en responsabilité, faciliter la possibilité pour un groupe, pour des citoyens, d'exercer un pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je peux faire sous le niveau de structurel? Donc je vais élargir les possibles. Ce qui est important pour elles-mêmes, donc c'est important qu'elles agissent pour leurs proches. Leurs proches, c'est... Il y a quelquefois des situations où on est inquiet pour nos proches, où on a l'impression, par exemple, une mère de famille qui craint de ne pas pouvoir élever ses enfants de la manière dont elle le souhaite, des personnes âgées qui sont isolées et qu'on voudrait moins isolées. On a des préoccupations pour nos proches. Et la collectivité canadienne s'identifie, ça c'est l'idée qu'on peut aussi développer un pouvoir d'agir à partir de son identification. C'est-à-dire si je me considère comme membre d'un, je ne sais pas, n'importe quel mouvement écologique par exemple, que je fais partie de la communauté des personnes qui ont un intérêt pour l'écologie et qui sont sensibles à l'écologie, je vais chercher à faire en sorte que le mouvement écologique se développe et que quelque chose se passe. Donc je vais vouloir élargir les possibles d'un mouvement écologique. Par contre, je peux faire partie d'une communauté ethnique par exemple, et ne pas associer d'importance au fait que je fais partie de ces communautés ethniques, de me détacher, me désidentifier. Donc ce n'est pas parce que je fais partie d'une communauté ethnique que je suis un représentant de cette communauté ethnique. Je dis souvent à la blague, c'est pas parce que j'aime me promener nu dans un appartement que je veux faire partie d'un club de nudistes. Il y a une différence entre ce qui est important pour moi et la façon de m'identifier à un groupe. Alors, souvent les gens s'en sortent par eux-mêmes, c'est-à-dire vont trouver les moyens de pouvoir agir, d'être efficaces et de vivre avec un sentiment d'efficacité. Mais on peut aussi inventer une façon d'accompagner qui change radicalement
cet aspect-là, qui va restaurer le rapport à l'action. Et donc on va utiliser un modèle qu'on a construit avec les années et qui définit très précisément la cible de changement par une co-construction, qui fait une opéralisation poussée, qui renégocie la cible et qui vérifie constamment l'ancrage. Donc je vais vous parler de ça de façon détaillée. Définir très précisément la cible de changement. Pour pouvoir réussir, il ne faut pas se casser, il ne faut pas se tromper. Il faut bien mesurer le pas proximal et avoir une idée de la cible de changement. Et souvent, c'est les autres qui définissent notre cible de changement. Tu dois trouver un emploi, tu dois réussir à l'école, tu dois être capable d'entretenir ton appartement, etc. On décide pour eux ce qui est important pour eux. Alors ça ne marche pas, parce que ça ne démarre pas le moteur. Il faut partir de ce qui est important pour eux, même dans le cadre de son mandat. C'est-à-dire, moi je suis là pour t'aider à avoir un logement et à entretenir un logement, à sortir de la rue. Donc je vais t'aider à faire tout ce que je peux pour te sortir de la rue, ça c'est mon mandat. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton installation, dans ton appartement? Qu'est-ce qui va être déterminant? Qu'est-ce qui va te mobiliser? Et ce n'est pas la même chose pour l'un comme pour l'autre. Et donc il va y avoir une nécessité de bien préciser la cible de changement. On va ensuite parvenir à une opérationnalisation poussée. Il faut décomposer la cible de changement en étapes, en actions, en opérations. On commence par quoi, ensuite on fera quoi, ensuite on s'y prendra comment. Donc c'est une approche qui va soutenir le mouvement. Je prends souvent l'image d'un épanouissement humain qui serait comme un chemin, qui irait vers toujours plus d'espace, toujours plus de compétences. Et il y a des gens qui sont assis sur le bord du chemin et qui ne croient plus qu'ils sont capables de marcher sur le chemin. Et on va créer les conditions pour qu'ils essayent de faire un pas. Parce que le premier pas est difficile, mais il y a un mouvement qui s'y associe. Ce mouvement rend le deuxième pas plus facile, le troisième pas plus facile, et ainsi de suite. Donc il faut se remettre en route. Et la façon de se remettre en route, c'est de parvenir à une opérationnalisation poussée. Quand on fait cet accompagnement, on termine toujours l'accompagnement en s'assurant que la personne qui sort de notre bureau, qui sort de notre accompagnement, a une idée concrète de ce qu'elle peut tenter en sortant. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des injonctions, c'est qu'est-ce que tu peux tenter, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux t'y prendre. Renégocier la cible à chaque fois, il y a les concepteurs de programmes sociaux ont une image très rationnelle du changement. On prend un objectif, on découvre des étapes et on avance. On fait un projet et on avance. Et on va aller jusqu'à décider quelles seront la prochaine étape dans 3 mois. On fait un calendrier. Donc on planifie. Et là, on fait l'hypothèse que le changement est linéaire, que je pars et puis je roule, qu'il ne se passera rien, que je vais avancer. On met ça comme une hypothèse au départ. On dit aux gens, on va faire un projet. On va se donner des objectifs. On va vérifier dans la temporalité. Or, dans cette approche, on part d'une prémisse toute bête, tout bouge tout le temps. Les contextes changent, les événements arrivent différemment, et il n'y a véritablement pas de possibilité de compter sur la constance des conditions. L'exemple que je donne, je l'aime bien, c'est une conseillère d'orientation qui se bagarre pour qu'une jeune femme prenne son envol en allant dans une école spécialisée pour un métier qui l'intéresse, qui est à 50 km. Elle se bagarre pour trouver une place, elle se bagarre pour convaincre la jeune fille. Donc il y a un effort important qui est fait, un projet avec un calendrier. Et puis, paf, la jeune fille tombe amoureuse et ne veut plus partir. Alors là, c'est très difficile pour l'intervenant de ne pas faire de la double victimisation, c'est-à-dire de lui reprocher de ne pas accepter la solution qu'elle a mis tant de mal à mettre au point. Or, en fait, tout bouge tout le temps. Il faut donc renégocier la cible chaque fois que les circonstances l'exigent. L'important, ce n'est pas où on va, c'est où on est et vers quoi on va. Et donc, où on est, ça change tout le temps. Et il va y avoir des ajustements. Et c'est rarement des ajustements radicaux. C'est souvent des ajustements dans le rythme, dans les modalités, dans le fait que quelque chose a été modifié dans le contexte qui fait que c'est plus pertinent. Je vais donner un exemple dans mon dernier livre que je vais bientôt sortir, d'une école qui a réussi à intégrer
des jeunes en difficulté. Et ça marche bien. Puis à un moment donné, il y a un incident violent dans l'école. Et toutes les facilités qui avaient été mises en place, assouplissement des horaires, accès aux locaux, prêt de matériel pour aider ces jeunes, sont immédiatement retirés parce qu'il y a des règles de sécurité qui changent et on n'a plus accès aux locaux, etc. Et alors qu'un projet fonctionnait bien, quelque chose d'extérieur, d'indépendant à la situation, a mis fin au projet. Tout bouge tout le temps. Donc il faut inventer une façon d'accompagner au pas à pas. Et cette nécessité de négocier, c'est lorsqu'on est un intervenant, on n'a pas à tirer les gens pour qu'ils avancent. On n'a pas à les pousser dans le dos. On a à marcher à côté et à marcher au rythme où ils marchent, à faire les pas qu'ils font, en les accompagnant dans le mouvement, mais en ne faisant pas les pas à leur place. Donc on pose une situation où on les accompagne compte tenu du fait que tout bouge tout le temps. Et ça, c'est important. Vérifier constamment l'ancrage de la démarche entamée pour que ça démarre, pour que la personne retrouve la possibilité d'agir. Il faut qu'elle ait un point de visée, qu'elle ait une vision de ce qui est important pour elle et de ce qu'elle veut obtenir. Mais ça va bouger aussi. Et donc l'ancrage, c'est-à-dire le lien entre ce qu'elle veut obtenir et ce qu'elle vit actuellement, va changer. Et quelquefois, elle ne va plus avoir envie de poursuivre cet objectif-là. Il va falloir le renégocier et le préciser. Et ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque d'effort, c'est simplement le courant de la vie qui fait que les choses changent et qu'on est attiré par quelque chose à un moment donné, puis par quelque chose d'autre après. Donc l'ancrage va être important. La deuxième étape consiste à appliquer un outil d'analyse. Un outil d'analyse, c'est une façon de structurer sa pratique. Au-delà de tous ces principes, comment je fais pour aider une personne ou un groupe à bouger, à évoluer vers ce qui est important pour lui. Et on a 4 axes qui vont renvoyer à un champ d'études particulier. Qui sert vraiment de grille d'analyse, de point d'appui. On va se contenter des questions. Qui veut quoi, pourquoi et pour qui? Lorsque quelqu'un nous accompagne pour changer, qu'est-ce qu'il veut changer? Qui veut qui doit changer? Pourquoi on veut qu'il doit changer? Pour obtenir quoi? Et il y a des injonctions. Il y a des situations où on accompagne, où on intervient avec des demandes sociétales. Tu dois changer, tu dois réussir ça. Et la personne n'a pas son mot à dire. Donc, première des choses, dans la démarche du changement qu'on est en train de planifier, qui veut quoi, pourquoi et pour qui. Et là, on découvre qu'en fait, très souvent, le point de vue de la personne n'est pas pris en considération. On veut pour elle, on veut qu'elle change pour le bien-être général, on veut qu'elle se réintègre socio-économiquement, et parce qu'on veut diminuer le nombre d'inactifs. Mais on fait des choses aberrantes. Par exemple, on prend des gens qui ont déconstruit, qui se sont retirés du marché du travail, ont été retirés pendant des longues périodes. Ils ont déconstruit les habitudes et les compétences d'occuper un emploi de façon régulière. Et on va leur dire, plus vous avez été retiré, moins vous avez de temps pour vous réinsérer. On va exiger que ces gens-là se réinsèrent rapidement. Or, il y a un rapport proportionnel. Plus c'était long la période de retrait, plus sera longue la période de réinsertion. Et c'est vraiment un truc important. J'ai en mémoire une histoire d'un groupe de jeunes qui avait été embauchés dans une entreprise d'insertion dans un moulin à scie, où on faisait du bois. Et le jeune était relativement constant, il allait à l'emploi, etc. Mais à un moment donné, il a rencontré sur la route des copains qui ne travaillaient pas. Et il les a suivis, il n'a pas été au boulot, puis il a décroché. Et l'intervenant
a compris qu'il n'était pas prêt à ne pas subir la pression des pairs. Il n'était pas prêt, pas assez solide pour dire non, je vais travailler. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte que le jeune prenne un autre chemin. Il a fait en sorte que les inactifs qui ne voulaient pas bouger ne barrent pas sa route. Et ça a permis aux jeunes de dépasser cette difficulté. Donc il y a des habitudes, des mécanismes qui se sont installés pendant la période de désinsertion qui vont avoir nécessiter du temps pour se réhabiliter. Donc il veut quoi? Pourquoi? Pour qu'en pensent les personnes concernées. On n'intervient pas sans avoir le point de vue des personnes concernées. Qu'est-ce que c'est les personnes concernées? C'est les personnes qui vivent avec les conséquences de la situation, qui vivent avec les conséquences des décisions qui sont prises. On décide que dorénavant, le jeune va être installé dans cette institution. C'est lui la personne concernée, c'est lui qui va composer avec le fait d'être installé dans cette situation. Alors il y a une différence entre les gens impliqués, nous, qui avons la possibilité d'accompagner, la possibilité de soutenir, mais ça ne change rien à notre vie. Si ça échoue, ça ne nous empêchera pas d'aller dormir chez nous ce soir, ça ne nous met pas dans des situations pénibles, alors qu'eux, ils ont un point de vue différent. Ils ont une idée des conséquences. Et ça va créer des situations où on va prévoir de façon très, très concrète des solutions qu'on va penser généreusement, qu'on va s'investir pour les créer et qui ne correspondront pas à la solution viable parce qu'on n'a pas pris en compte le point de vue des personnes. Donc ça veut dire par exemple qu'on va développer un loisir, une activité d'insertion qui est intelligente. On va faire venir un artiste et on va les aider à se refaire une image d'eux-mêmes. Mais ils ont pas, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est comment faire en sorte d'avoir des conditions de vie beaucoup plus saines ici maintenant, beaucoup plus viables. Et donc on a voulu leur faire un stage d'estime de soi avec de la sculpture et un artiste. Ça ne changera pas leur situation concrète. Donc l'important, c'est de considérer que leur point de vue est unique. Il n'est pas suffisant. Il est nécessaire de faire en sorte que les personnes intègrent le point de vue des autres, des acteurs, des intervenants. Il ne s'agit pas de leur donner la parole sacrée, il s'agit de se dire que toute intervention qui est faite sans prendre en compte leur point de vue est vouée à l'échec, est vouée à la déception, parce qu'il va manquer quelque chose de fondamental. La prise en compte des contextes d'application, compte tenu de la situation, qu'est-ce qui peut être tenté? Quand on a une bonne idée de qui veut quoi, pourquoi et pour qui, et qu'est-ce qu'en pensent les personnes concernées, à la fois au niveau du problème et des solutions, ce qui est viable, on peut commencer à tenter quelque chose. On peut essayer de cibler un changement qui peut fonctionner et qui ne sera pas un échec de plus. C'est vrai pour les accompagnements collectifs comme les accompagnements individuels. On tient compte du contexte. On ne va pas demander à la personne de faire comme si rien ne bougeait. La vie quotidienne bouge, les choses changent. Et il faut s'adapter. Donc, qu'est-ce qu'on va être possible? Ça veut dire professionnellement que tout ce qui consiste à planifier un projet d'intervention sur un an avec des étapes, etc., c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que c'est faire croire et se faire croire à soi-même que les choses vont rester constantes. Alors qu'en fait, le chemin pour avancer est sinueux et se dévoile au fur et à mesure. Et il peut y avoir un éboulement, des événements qui font qu'il va falloir contourner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire compte tenu du contexte? On tient compte des contextes. Et ensuite, la question, qu'est-ce qui a été tenté et quel enseignement on en tire? C'est la différence entre le vécu et l'expérience. Le vécu, c'est ce qu'on subit, c'est ce qui se passe. L'expérience, c'est les enseignements qu'on en tire de ce vécu. Donc, il y a des gens qui n'apprennent pas, qui encaissent le vécu, les expériences désagréables de façon constante. Et il y a des gens qui tirent les enseignements de leur expérience, qui essaient de ne pas refaire la même chose, d'éviter les mêmes problèmes. Et aussi de constater, ça c'est quelque chose que vous allez tous constater, que lorsque je participe à des activités collectives et que j'analyse mes difficultés, je m'aperçois que je ne suis pas la seule à vivre ces difficultés-là, qu'il y a des éléments qui ne sont pas dépendants de mon parcours, de mon profil, qu'il y a quelque chose qui, dans la société, dans la structure, fait que j'ai des obstacles à surmonter. On a des obstacles à surmonter qui ne sont pas
obligatoire qu'on pourrait changer. Donc il y a une prise de conscience collective qui a une part structurelle. Et ça me dégage du poids, de la responsabilité de l'échec ou du changement. Il faut que je fasse mon bout, mais il faut aussi que la société fasse son bout. Il y a vraiment une prise de conscience. Et je vais tirer des enseignements qui vont m'être très utiles. Voilà. Ça, c'est les ouvrages qu'on a écrits pour préciser. Le premier ouvrage sur les fondements des cas conceptuels expose les fondements philosophiques. Qu'est-ce qui fait qu'on part du principe qu'il faut s'y prendre autrement, et les éléments théoriques. Le deuxième, c'est vraiment la question de comment on s'y prend en pratique, comment on change notre façon d'intervenir. Le troisième est un petit livre qui résume les grands principes des deux premiers et qui est un petit livre de poche qu'on peut garder dans sa poche. Il y a des animations, des petits bonhommes. Il y a un outil qui est facile à lire. Et le quatrième, c'est un ouvrage qu'on a mis au point parce que les gens nous disaient « je sais quoi faire, je sais comment m'y prendre, mais j'ai des émotions qui me bloquent. Je me sens bloqué par les émotions. » Donc on a travaillé à la question des émotions. Et comment on gère, on régule les émotions. Et on a utilisé une approche des émotions qui est millénaire et qui est complètement différente de la façon dont on traite les émotions aujourd'hui. On part de l'hypothèse que l'émotion n'est pas un problème, que ce n'est pas le fait de ressentir une émotion qui est un problème, c'est le fait de la refuser, de refuser de la sentir ou de refuser qu'elle soit là. Parce qu'on crée une résistance et c'est cette résistance qui fait la souffrance. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions? Excusez-moi, bonsoir. En fait, plutôt merci, hein, vous n'avez pas dû assommer du tout, je pense. Il y a des phrases et des mots et des idées qui vont rester longtemps, je pense. Alors moi, j'ai une petite question. Vous parliez des dents, des dés, etc. Donc, effectivement, je pense que ça doit parler à beaucoup. Mais je voulais aussi savoir, en fait, ce que vous avez étudié par rapport au processus collectif qui vont impliquer peut-être un principe associatif un peu plus important, ou comme nous, on le cherche à le développer aussi, ce qu'on peut appeler des comités d'usagers. Donc avoir une fonction, quelle est un petit peu en fait la fonction citoyenne, la fonction collective dans le parcours que vous avez évoqué pour nous. Merci. La participation, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Qu'elle soit citoyenne ou autre, c'est un moyen. Donc l'important, c'est de faire en sorte que ce moyen atteigne une fin. Et la fin, c'est quoi? C'est permettre aux gens de pouvoir agir. Donc le collectif est un excellent moyen d'agir, mais il a une différence, c'est qu'il ne prend pas en considération les aspects personnels. Donc il faut que la personne qui s'implique dans une action collective s'implique au nom de l'action collective, est capable de mettre de côté ses demandes personnelles. Donc, à partir du moment où les gens arrivent à construire un objet commun ensemble, ils vont pouvoir agir ensemble, mais ce ne sera pas un lieu où les gens pourront traiter leurs difficultés personnelles. Par contre, il y aura un effet de solidarité, il y aura un effet d'entraide et de soutien qui fera du bien aux aspects personnels, mais ces aspects ne seront pas traités. Alors, il se peut que les personnes aient des difficultés à participer au collectif à cause de difficultés personnelles. Donc il faut trouver une façon de faire de la mobilisation citoyenne une occasion d'échange, de solidarité, et en même temps ne pas perdre de vue qu'il y a des gens qui passent des moments difficiles et qui ont besoin d'un soutien. On ne peut pas baser un pouvoir d'agir uniquement sur la question du collectif. Bonsoir. Bonsoir. C'était juste une réflexion, une remarque. Ça me fait beaucoup penser à l'éducation thérapeutique, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. L'éducation thérapeutique? Oui. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. C'est l'accompagnement des personnes avec une maladie chronique.
Et on forme de plus en plus de professionnels à cette discipline pour en arriver justement au pouvoir d'agir du patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des projets et des programmes avec surtout des patients ressources qui sont formés avec des professionnels justement pour cette discipline. Ah, ça se peut, je ne connais pas. Mais ce que je peux m'assurer, c'est que si on travaille à leur pouvoir d'agir, il faut que ce soit un pouvoir d'agir qui soit important pour eux, et non pas un pouvoir d'agir qu'on a déclaré comme étant important pour eux. Ouais, c'est ça la différence. Je ne connais pas du tout ce dont vous parlez, mais je vérifierai, la première chose que je vérifierai, c'est ça. Quand vous dites que vous développez leur pouvoir d'agir, comment le savez-vous? Est-ce que c'est lié à leur demande? Oui, voilà, bien sûr, on prend en compte d'abord leurs besoins. Alors très souvent, leurs besoins, ce n'est pas la même chose que leurs demandes. Est-ce que je peux décider qu'ils ont besoin de ce sur quoi je veux qu'ils aient du pouvoir d'agir? On peut tomber sur sur un service où les gens considèrent que les patients pourraient être plus autonomes. Ça allégerait le service, ça faciliterait son fonctionnement, mais que la demande d'autonomie n'est pas là. Donc on dit... Justement, aller les questionner là-dessus. Voilà, c'est ça. Il faut Comment vraiment... ils veulent être autonomes, eux, et non pas ce que les professionnels de santé veulent pour eux. C'est ça. Il faut vérifier l'ancrage, on appelle ça. C'est-à-dire vérifier qu'il y a vraiment une réalité concrète que les gens veulent changer et qu'on veut travailler avec eux là-dessus. Parce qu'il arrive souvent que des priorités institutionnelles ou des changements dans les ressources amènent à définir le problème comme étant les gens ont besoin d'autonomie, alors qu'en fait, c'est l'organisation qui a besoin que les gens soient... la prise en charge des gens soit plus allégée. Donc il faut vérifier simplement. Pardon, excusez-moi. Et ça peut être aussi justement, malheureusement, des demandes institutionnelles pour répondre à des certifications et tout ça. Et le but, c'est vraiment pas celui-là, justement. Je ne comprends pas. Parlez plus fort. Non, je disais juste que parfois, ce sont effectivement des demandes institutionnelles pour répondre à des certifications ou autres. Et que le but de l'éducation thérapeutique, c'est justement de partir des demandes et des besoins des patients. À partir du moment où ça part comme ça, il n'y a pas de problème. Et je fais souvent la différence entre développer le pouvoir d'agir et développer un devoir d'agir. C'est-à-dire mettre les gens en situation de devoir agir sur ce qui est important pour nous et pas pour eux. Alors ça ne marche pas, on arrive à réveiller le moteur uniquement si on part de ce qui est important pour eux. Même si c'est dans le cadre de ce qu'on peut faire dans notre mandat. Il ne s'agit pas de s'intéresser à tout ce qui est important pour eux, mais dans le cadre de notre mandat, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui est important pour eux? Bonsoir, merci pour votre intervention. En fait, je m'interroge sur tous les discours politiques où on va demander aux bénéficiaires du RSA d'être en obligation d'aller vers de l'emploi. On est à l'encontre de ce que vous venez de nous démontrer. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse, c'est pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on veut les habituer? Si c'est l'idéologie qui consiste à dire parce qu'ils sont immobiles et puis qu'il faut qu'ils bougent, ça ne donnera rien. C'est-à-dire ça va faire un surcroît de souffrance pour les gens qui vont devoir se mobiliser et ça ne les rendra pas plus employables pour ça. Donc si c'est pour améliorer l'employabilité, on sait avec les études qui ont été faites sur l'employabilité que ça ne se produit pas. C'est-à-dire que les problématiques sont les mêmes et le fait d'aller travailler 3 jours ne les diminue pas et sont même tendance à les alourdir. C'est-à-dire qu'une disposition comme celle-là peut très bien abîmer les gens plutôt que de les aider. Mais par contre, si c'est pensé comme un système d'opportunité, c'est-à-dire qu'on leur donne l'opportunité et que sur la base de cette opportunité, ils décident de s'impliquer ou pas, ça peut être utile, ça peut faire partie du chemin. Mais c'est sûrement pas doctrinaire, c'est sûrement pas un principe qui doit s'appliquer à tout le monde partout. En fait, dans cette approche, il n'y a rien qui s'applique à tout le monde partout, tout le temps. C'est une approche qui conteste la mécanicité, la notion d'universalité. On va trouver la façon d'intervenir qui va marcher pour tout le monde, dans tous les milieux et dans toutes les régions. Il faut tenir compte des contextes. Donc les contextes sont différents, les approches doivent être différentes. Mais le principe de mettre les personnes en position d'agir, d'être actifs pendant 3 jours par semaine n'est pas forcément nuisible. Ça dépend comment il est pensé. D'où la question pourquoi faire. Merci. Bonsoir, merci. Juste sur l'éducation thérapeutique, c'est aussi un mode d'accompagnement des patients qui a été pensé pour réduire les coûts de santé
et les responsabiliser, pas uniquement pour développer leur autonomie. Moi, j'avais juste une question sur comment vous articulez le développement du pouvoir d'agir avec un travail social qui est de plus en plus, depuis les années 80, organisé en mode projet, avec des temporalités, des financements qui sont donnés, qui impliquent que les gens se bougent dans une certaine temporalité, qu'ils avancent au gré des programmes, et qui interdit pratiquement le surplace ou un tout petit pas, un retour en arrière. Comment on peut articuler les deux? Je termine actuellement un troisième, je n'arrête pas de dire que je le termine, je n'ai pas de finir. Le troisième ouvrage de Sortir de l'impuissance qui porte sur l'évaluation. Et comment est-ce qu'on sait que ça marche? Les pratiques sociales ne se dotent pas souvent d'une logique d'évaluation cohérente. C'est-à-dire que très souvent, ils décident que ça doit produire un résultat, et c'est binaire. Ils décident que ça l'a produit ou ça l'a pas produit, on le finance, on ne le finance plus. Alors qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui est important, c'est de voir est-ce que les personnes progressent dans la direction de ce qui est important pour eux dans le cadre du projet. Donc, encore une fois, la notion de projet n'est pas un problème en elle-même. On peut avoir un projet, on se projette. C'est-à-dire, on prend un désir et on le met devant nous en disant « je devrais l'atteindre ». Ce n'est pas un problème. Mais faire de ce projet, avec une temporalité précise, une contrainte et une injonction, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on en fait un poids. Et ce qui devrait servir à faciliter le mouvement devient un frein au mouvement. Donc les gens qui... Le problème, c'est que les pratiques sociales sont souvent pensées par des gens qui n'ont aucune idée de la réalité que vivent les personnes concernées. Mais ils le savent qu'ils n'ont aucune idée. C'est juste qu'ils pensent qu'ils sont mieux placés parce qu'ils ont plus de hauteur de vue. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Ils ont une hauteur de vue qui leur permet de voir certaines choses, mais qui les rend aveugles à certaines autres. Donc l'important, c'est de faire en sorte qu'il y ait une prise en compte de tous les points de vue. Qu'on aille tester la pertinence d'un programme auprès des personnes concernées, auprès des personnes accompagnantes, qui vont leur permettre d'ajuster le programme pour qu'il soit efficace. Donc il ne s'agit pas de contester la planification au niveau gouvernemental, bien que dans un pays jacobin comme la France, c'est pas mal poussé. Mais il s'agit de voir l'efficacité d'une planification comme celle-là. C'est comme un Premier ministre, un ministre de l'Éducation qui travaille à un programme pour aider les gens qui sont en échec scolaire. C'est généralement un bon élève. Donc il a une idée très vague de en quoi consiste l'échec scolaire. Donc ça ne signifie pas qu'il est mal intentionné, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas contribuer à faire bouger les choses, mais ça signifie qu'il doit s'entourer du point de vue de gens qui ont une idée plus précise de en quoi consiste l'échec scolaire. Alors souvent, il y a cette idée cette idée générale que les travailleurs sociaux et les gens qui sont sur le terrain ont trop le nez dans le guidon, sont trop près des réalités, sont subjectives, et que donc leur point de vue n'est pas valable, comme si le point de vue des planificateurs n'était pas subjectif. L'objectivité, ça n'existe pas. L'objectification, ça existe. On peut transformer une réalité en un objet pour l'étudier. Mais l'objectivité qui voudrait qu'on ne mélange pas ses perceptions personnelles, sa personnalité, sa façon de faire avec le sujet qu'on étudie, supposerait qu'on soit capable de faire abstraction de sa personne. Alors dans quel domaine de la vie on fait abstraction de notre personne? On est obligé de faire avec ce qu'on est. Donc c'est cette prétention qu'on est capable de mettre de côté nos préférences personnelles, nos tendances personnelles, c'est une vue de l'esprit. Bonsoir. Moi, je voulais juste rebondir tout à l'heure. En fait, vous faisiez le lien du coup du pouvoir d'agir avec les projets dans les cas des formations de travailleurs sociaux. En fait, en effet, les programmes sont aussi pensés en mode projet pour que les étudiants, futurs professionnels, expérimentent grâce au projet. Et en fait, dans le cadre des projets, on a aussi toutes les évaluations intermédiaires qui permettent justement de faire des allers-retours et de réajuster au mieux, pour les personnes accompagnées. Enfin voilà, c'était juste une petite remarque parce que je trouvais qu'il y avait un vrai lien. Et en autre parallèle, je trouve que le développement du pouvoir d'agir, il est aussi bien d'un point de vue professionnel, en effet, dans le cadre du travail social, et en effet, on s'y retrouve très bien. Mais je trouve que aussi à titre privé, en fait, on peut tous s'y retrouver à un moment donné, notamment dans les rôles de parents. Enfin, je trouve que du coup, la compétence, comment on la développe au niveau des enfants aussi, comment on les aide justement à prendre du pouvoir, entre guillemets, pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils prennent confiance en eux.
Et ça me renvoie également aussi, même nous en tant que travailleurs sociaux ou formateurs, du coup, toute l'évolution aussi qu'on peut avoir dans une carrière et à quel moment on s'autorise, nous, à répondre vraiment à nos besoins aussi pour accompagner plus sereinement. Enfin, voilà, ça me renvoie un peu tout ça, quoi. Voilà. Oui. Pour la question des évaluations intermédiaires, ce n'est pas le fait de faire des projets qui est un problème, c'est le fait de donner au projet une fonction structurante qui enferme la personne. Donc, c'est pas qu'on réajuste au milieu, c'est une chose, mais qu'on donne au projet une fonction structurante qui fait qu'il faut qu'il rentre à l'intérieur, ses demandes rentrent à l'intérieur du projet, soient formulées d'une façon compatible avec le projet. Ça devient tellement structurant que c'est étouffant. Donc, si le projet est au service du développement du pouvoir d'agir, il n'y a pas de problème avec le projet. Mais si le projet est au service d'un devoir d'agir, quel qu'il soit, c'est un problème. Et c'est vrai que le pouvoir d'agir, on peut l'explorer dans nos réalités quotidiennes. Dans les formations qu'on donne, on donne des formations pour permettre aux intervenants d'utiliser cette approche-là, des formations expérientielles. On place les personnes dans des situations où ils peuvent essayer de développer leur pouvoir d'agir par rapport à une situation difficile dans leur vie, que ça veut leur vie personnelle ou professionnelle. L'important, c'est que ce soit important pour eux. Et on les amène à conduire un changement et s'apercevoir que ça s'applique à tout. Ça s'applique aux relations entre les conjoints, ça s'applique aux relations avec les enfants, aux relations avec les collègues, au positionnement professionnel, à la vocation professionnelle, au changement. Ça s'applique à tout. Mais ça s'applique surtout dans le cadre des pratiques sociales parce que ça permet à l'autre de se relever de ses difficultés et de reprendre le chemin de son épanouissement. Alors on a pu découvrir que le développement du pouvoir d'agir modifiait largement les pratiques professionnelles, sociales. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer comme conseil pour engager ce changement dans les pratiques sociales des travailleurs sociaux, pour les amener à cette prise de conscience et à développer cette approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir? C'est une invitation, ce n'est pas une injonction. Donc on ne peut pas leur dire « vous allez apprendre le développement du pouvoir d'agir, c'est la dernière merveille du monde ». C'est simplement « et si on s'y prenait autrement ?» Donc c'est trouver la manière d'offrir aux gens l'opportunité d'essayer et de voir comment ils s'ajustent, dans le respect complet de leur libre arbitre. Et donc encourager la possibilité d'avoir accès à cette formation et laisser la formation faire son effet, et en même temps donner des opportunités de pouvoir d'agir collectif, c'est-à-dire permettre que les gens se mobilisent ensemble pour faire des choses ensemble, parce que c'est une façon de faire une expérience de pouvoir d'agir très intéressante aussi. Bonsoir. Moi, je voulais juste vous remercier pour votre conférence. Je suis la maman de ce jeune de 26 ans qui n'aime pas la société, qui va d'échec en échec, que vous avez reçu, enfin, je vous ai envoyé un mail. Et ce jeune homme-là, je vous ai écouté toute la soirée, et je me rends compte que j'ai été très, très maladroite depuis qu'il est rentré à la maison. Et j'ose espérer, en rentrant, demain, que je mette en application ce que vous avez dit, parce que c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais... ça rebondit là, sur l'intervention de la dame avant moi. C'est-à-dire que la prochaine génération est très investie dans un autre fonctionnement social que l'injonction de la société en général. Et donc, du coup, il y a beaucoup de collectifs qui cherchent des alternatives au monde marchand. Et voilà, donc voilà, juste pour dire que moi j'ai bon espoir que le développement du pouvoir d'agir se fasse dans des dimensions collectives qui puissent montrer d'autres voies que le travail social pensé comme il est aujourd'hui en France. Je vais peut-être donner un peu de détails sur le développement du pouvoir d'agir collectif. Il y a dans la participation
collective, la formation collective, l'idée qu'on doit se mettre ensemble pour partager une situation et essayer de la faire changer. Alors souvent, cette participation est un peu mise sous caution, c'est-à-dire on s'attend à ce que vous vous engagiez puis que vous restiez là et que vous fassiez partie du groupe jusqu'à son arrêt. Or, en fait, la participation n'a d'intérêt au niveau instrumental que si elle est organique, c'est-à-dire que si elle est temporaire, si elle sert aux gens de tremplin. Donc, il ne s'agit pas de faire de la participation collective un must ou une obligation et de faire en sorte que les gens aient l'impression de trahir lorsqu'ils s'en vont. Il faut au contraire faciliter l'entrée, faciliter la sortie et permettre aux gens de faire un bout de chemin dans le collectif, se nourrir du collectif, nourrir le collectif et ensuite sortir pour continuer leur chemin. Donc c'est important de penser le pouvoir d'agir collectif comme un espace de transition vivant où la qualité de la transition sera liée à la qualité du mouvement. C'est-à-dire plus on pourra s'exprimer librement, agir librement ensemble dans un contexte bienveillant, plus ça nous aidera à nous épanouir et plus ça donnera au mouvement collectif une force de mobilisation, une solidarité importante. Donc il faut éviter de se retrouver engagé dans une cause dont on ne peut pas sortir sous peine de se faire considérer comme un traître ou comme quelqu'un qui abandonne la cause. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'exemple que vous aviez donné, par exemple, du jeune qui voulait être pilote d'avion et que si on l'en empêchait parce que on sent qu'il n'a pas les capacités ou autre raison, ça lui coupait les ailes. Mais comment faire pour aider les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire? Il y a des gens qui sont un peu perdus et qui ne savent pas quels sont leurs désirs profonds. Et donc, comment faire pour faire le premier pas avec eux, sachant que personne ne sait où il va, quoi. C'est difficile pour une personne de formuler une demande lorsqu'elle a perdu l'habitude de s'interroger sur ce qu'elle veut vraiment, parce qu'elle ne croit plus que ce qu'elle veut a la capacité d'influence. Ce que je veux ou ce que je ne veux pas ne change rien à ce que je vis. Dans ces cas-là, on peut prendre le contre-pied à partir de ce qu'elle ne veut plus, de ce qu'elle veut qui change, qu'elle subit et qui est trop compliqué, trop souffrant. Ça lui donne un moteur. C'est un moteur différent, c'est un moteur qui ne va pas produire autre chose, mais qui va éliminer un obstacle. Mais c'est un moteur quand même. Donc ça peut être très utile. Puis, il y a un petit truc qu'on utilise dans les interventions. On dit aux gens, si vous aviez une baguette magique, vous pouviez changer une chose ici maintenant, qu'est-ce que ce serait? Et ça, c'est un accélérateur à la définition de la demande. C'est-à-dire que les gens vont spontanément sortir quelque chose, ça va venir du cœur, comme on dit. Ils vont lui dire, ah, ça, je changerais ça. Et après, ils vont rajouter, mais c'est pas réaliste, c'est pas possible, ça peut pas se faire. On oublie ces phrases-là. On se contente de travailler sur ce qui leur pose un problème ici maintenant, de façon importante. Et c'est intéressant le coup de la baguette magique parce que ça les amène à hiérarchiser spontanément parmi l'ensemble de leurs demandes, celle qui est l'obstacle est devant leurs pieds. Parce que c'est bien beau de dire que je veux aller là, que je veux faire un pas proximal, mais si j'ai un obstacle devant mes pieds, je ne peux pas bouger. Et là, j'ai l'impression que je suis nul parce que je ne suis pas capable d'aller là-bas, mais c'est normal, j'ai les pieds bloqués. Donc souvent, l'accompagnement consiste à faire en sorte que la personne accompagnée baisse les yeux et constate ce qui la bloque ici maintenant. Bonsoir, merci pour votre puissante intervention. J'entends beaucoup parler d'autodétermination. Ici en France, il y a plein, trop peut-être, de congrès, de colloques, de journées d'études sur ce concept-là. Sauf si je vous ai mal écouté, je ne vous ai pas entendu utiliser ce mot. Non, je n'ai pas utilisé. Voilà, donc est-ce que, où est peut-être la différence entre le pouvoir d'agir, le concept en tout cas de pouvoir d'agir, et celui d'autodétermination? Est-ce que vous faites une différence en tout cas? Oui, très net. L'autodétermination, c'est l'illusion qu'on se détermine tout seul. En fait, on se détermine en fonction de nos relations, de l'espace dans lequel on se trouve, on se détermine avec les circonstances, on se détermine avec les conditions de vie dans lesquelles on se trouve, on ne s'autodétermine pas tout seul. Donc cette notion d'autodétermination est une façon très dangereuse de retourner la responsabilité du changement sur la personne.
il faudrait qu'elle soit capable de se déterminer par elle-même et qu'elle agisse par elle-même. Je sais que ce n'est pas le sens que donnent les gens qui utilisent ce mot-là. Ils veulent dire que la personne doit avoir le droit de citer sur ce qui est important pour elle. Mais la notion d'autodétermination est un piège parce qu'elle peut être utilisée à des fins de devoir d'agir. On peut dire à quelqu'un, ton problème c'est que tu n'es pas assez autodéterminé. C'est-à-dire on va fabriquer une carence nouvelle. C'est plus tu n'es pas assez motivé, c'est que tu n'es pas capable de t'autodéterminer, il faut que tu t'autodétermines. Je me retrouve avec une job de plus. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'elle réunisse les conditions pour se déterminer collectivement dans le cadre de son milieu avec son entourage et les choses importantes pour elle. Mais on ne se définit jamais tout seul, on se définit par rapport aux autres et avec les autres. On a parlé tout à l'heure de se reconnaître à ses propres yeux, se reconnaître aux yeux des autres, se reconnaître aux yeux de la société. On pourrait dire se déterminer à ses propres yeux, se déterminer aux yeux des autres, se déterminer aux yeux de la société. Et ce n'est pas de l'autodétermination, c'est de la multidétermination. Bonsoir. Moi, j'avais une question, quand on est dans les questions de lien entre les concepts, de comment vous inscrivez cette question de développement du pouvoir d'agir dans la question de l'éducation populaire de façon plus large. Parce dans la question de l'éducation populaire. Ouais. De façon plus large, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on avait... vous avez commencé votre conférence sur aller plus loin que le slogan. Ouais. Et du coup, ça nous a interrogé un petit peu, parce qu'on a eu beaucoup entendu parler de développement du pouvoir d'agir pendant une période, et ça nous a interrogé aussi de se dire, ah, on change, on parle plus d'éducation populaire, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui bouge, etc. Donc ça nous a intéressé d'avoir votre regard. Oui, l'éducation populaire, pour ce que j'en connais, parce que je ne suis pas un spécialiste, c'est un outil intéressant de développement du pouvoir d'agir. Mais ça suppose que les personnes soient... que ce soit la demande des personnes de travailler à l'éducation populaire, d'avoir un désir d'éducation populaire. Ce n'est pas une solution qui s'adapte à tous les contextes, dans tous les milieux. Mais en tant qu'outil, c'est un outil pertinent. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'une personne qui développe son pouvoir d'agir, elle a une boîte à outils, elle a une façon d'envisager le changement. Si elle envisage le changement de façon avec une posture qui est contre-productive, quels que soient les bons outils qu'elle a utilisés, elle ne saura pas en profiter pour avancer. Par contre, si elle a la bonne posture, même si les outils ne sont pas optimaux, elle va pouvoir avancer avec. Donc la question, c'est beaucoup plus comment la personne se positionne. Et dans la façon dont elle se positionne, comment l'éducation populaire peut jouer un rôle pour la soutenir. Donc c'est un outil comme un autre, c'est même assez puissant quand ça correspond bien à la demande des personnes. Mais c'est vraiment vérifier que ça correspond bien à la demande des personnes. Ce n'est pas une solution en soi à tout. Je vous remercie aussi pour votre présentation. Et puis du coup, ça m'amène à un paradoxe dans l'explication que vous avez pu donner et le lien qu'il peut y avoir entre l'aidant et l'aider. Ouais. L'objectif de l'aider étant de développer son pouvoir d'agir, mais le lien qu'il a avec l'aidant est de limiter son devoir d'agir. Ouais. Et donc du coup, même être plutôt dans l'autre logique, c'est-à-dire d'être dans le devoir de ne pas agir, pour laisser le premier pouvoir développer son pouvoir d'agir. Voilà, il y a une petite ambiguïté là que j'arrive pas à comprendre. Et... Dans le modèle que j'ai montré, le quatrième axe, le modèle 4 axes, le deuxième axe commence par négocier la définition du problème et des solutions. Ce mot « négocier » est déterminant parce que je peux avoir un mandat qui comporte un certain devoir d'agir. Je dois m'assurer que la personne prend soin d'elle, ne met pas son enfant en danger, etc. Je suis dans ce cadre-là, c'est ma réalité. Mon pouvoir d'agir à moi, c'est de faire en sorte que les choses avancent dans cette direction-là. La personne peut vouloir développer son pouvoir d'agir pour s'épanouir, pour alléger ses difficultés. Qu'est-ce qu'on peut négocier à l'intérieur de mon mandat qui va lui permettre à la fois d'avancer dans ce qui est important pour elle et de faire évoluer la situation dans le sens qui est important dans le cadre de mon mandat. Donc ça ne s'oppose pas. Ça place l'intervenant en position de négocier et ça, il n'a pas l'habitude. Il a l'habitude d'être celui qui décrète, qui analyse, qui diagnostique. Et là, il faut qu'il négocie. Et l'argumentation principale du DPA, c'est si vous laissez aux gens la possibilité d'avancer ce qui est important pour eux,
ils sont ouverts à négocier ce qui est important pour vous, comme intervenant. Donc ce n'est pas une confrontation, c'est vraiment une mise en commun des enjeux sur la table. Moi, je joue 4 sur table. Et pour autant, justement, la limite de cela, après, c'est la taille du groupe. C'est-à-dire que plus le groupe est important et plus la négociation, justement, devient compliquée. Non, parce que lorsque le changement est en groupe, il se fait autour d'un objet commun. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on définit une cible commune. Parce qu'un groupe ne peut pas avancer en ordre dispersé, il faut qu'il se centre sur une réalité commune. Donc quel est l'enjeu qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on veut obtenir et ce qu'on veut éviter ensemble? Sur quoi on veut mettre nos efforts? Et une fois qu'on a défini cette notion-là, on négocie avec l'accompagnant. Ça reste toujours deux enjeux qui se négocient. C'est juste qu'il y a une étape préalable dans le collectif, c'est qu'il faut que le collectif se décide quel enjeu il veut privilégier. Et forcément, tous les enjeux de tous les participants ne seront pas rencontrés. Mais le simple fait qu'une partie des enjeux des participants sont pris en considération va créer une ouverture à la négociation. Bonsoir, un grand merci. J'avais une petite question. Je voudrais savoir comment vous articulez l'accompagnement thérapeutique quand il y a besoin, par exemple dépression, des passages dépressifs, et puis les étapes que vous venez de décrire, parce que je pense tout particulièrement à une personne très chère qui a des passages dépressifs. Pour elle, quand elle est vraiment en dépression, même l'action, même quand elle a fait une action positive, ça va même pas elle a vraiment une grande mésestime d'elle-même et ça ne l'aide même pas à se réancrer dans l'agir. Donc je voulais savoir parce que si je vous ai bien écouté, vous disiez que non, c'était pas soigne-toi et puis après se passe à l'action. Mais alors comment articuler les deux en fait? En fait, il faut passer à l'action lorsqu'on a un minimum de confiance. Donc, qu'est-ce qui manque pour que la confiance soit là? Quelles sont les conditions pour réunir la confiance? C'est le premier pas. C'est l'obstacle que j'ai devant les pieds. Je ne pourrais pas avancer tant que je n'aurais pas réglé la question de la confiance. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance? C'est que je capitalise sur le passé et je fais que le passé devienne réalité. Je considère que le passé m'empêche. Mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche? C'est les souvenirs que je gardais du passé. C'est les stigmates qui restent du passé. Comment est-ce que je peux travailler avec ces stigmates? Et là, le petit livre jaune va être très important parce qu'il va permettre de voir que l'émotion qui me fait ne pas avoir confiance, c'est juste un mouvement d'énergie. Et que je peux développer un pouvoir d'agir sur mes propres émotions pour qu'elles ne soient plus un obstacle. Mais c'est sûr que la remise en mouvement va devoir nécessiter que la personne remette ses chaussures, qu'elle soit capable d'avancer. Elle ne peut pas avancer pieds nus, donc il faut qu'elle remette ses chaussures et ça peut prendre du temps. Mais c'est le premier pas, c'est le pas proximal. Il faut commencer par là. Donc commencer par retrouver la confiance et réunir les éléments pour retrouver la confiance. Et ça va passer par l'action, c'est paradoxal, mais elle va tenter quelque chose d'un peu différent de ce qu'elle fait d'habitude, mais dont la possibilité d'échec soit la plus légère possible, la plus faible possible. Et donc elle va construire sur le succès. Et l'avantage du pas proximal, c'est que comme il amène à un succès, il crée une base très solide sur laquelle le mental n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire que j'ai réussi, je ne peux pas contester que j'ai réussi. Et ça pulvérise toutes les croyances dans mon incapacité. Parce que je constate que je réussis. Donc en fait, l'effort ici, c'est de l'amener à aller tenter quelque chose de nouveau, tenter quelque chose qui sort un peu de sa zone de confort, de lui faire en sorte qu'elle réussisse, et de lui faire capitaliser sur sa réussite. Et là, elle va remettre ses chaussures. Eh bien, je vais vraiment vous remercier, vraiment, parce que avoir le nombre d'interventions et les sollicitations, les réactions, les questions, vous nous avez vraiment apporté beaucoup. Ça a été nourrissant, hein, une belle soirée enrichissante. Vraiment, un grand merci. Je remercie aussi 2 personnes qui ont contribué à aller vous chercher de l'autre côté de l'Atlantique, Marie-Christine Le Breton et Charlotte Pierron, qui vraiment ont tout de suite, lorsqu'il a été question du DPA sur le thème de la conférence sociale,
eh bien, elles se sont dit, mais pourquoi ne pas faire appel à un spécialiste, et il y a quelqu'un de reconnu internationalement pour ces travaux de recherche. Donc vraiment, un grand merci à vous, et encore bravo, bravo, bravo.